Aujourd'hui, j'ai même pas fait gym, mais la journée elle était tellement éreintante. À la fin d'une semaine, encore pire. Oh, je vais mettre ma bague. Que vraiment, ouais, parce que j'ai des nouvelles bagues. Donc ça, au moins, ça réjouit un peu le cœur. Mais on y va avec une petite dose d'humour. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est Suzanne Sontag. Je crois que c'est absolument impossible de résumer qui était Suzanne Sontag et je peux vraiment pas dire que j'en sois une spécialiste. Je sais pas, philosophe, philosophesse, critique littéraire, euh, penseuse, intellectuelle. Bon, Sontag, c'est comme Benjamin, j'achète beaucoup les textes et je les lis à toute petite dose parce que c'est tellement puissant. Et là, je l'avais déjà dit sur cette chaîne, oui, un jour je reprendrai de la maladie comme métaphore, mais bon, voilà, là, c'est vrai que quand j'avais commencé à le relire, c'était insupportable. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un texte qui est dans celui-ci. C'est-à-dire dans le volume 5 des œuvres complètes, on est en poche, mais on est dans quelle poche? C'est le numéro 104, on est chez Titre, c'est Christian Bourgeois, éditeur. Je les récupère, je les achète plutôt en occasion chez Gibert, mais là j'ai un doute. Peut-être que celui-là je l'avais acheté neuf, il coûte 10 euros. Et ils sont vraiment bien. Hein. Voilà. Je les ai même pas toutes lues, hein. Mais c'est pas grave, là je vais parler juste d'un texte qui est assez connu. On va le lire ensemble. Ce qui sont les noms des traducteurs? Against Interpretation and Other Issues, et on voit encore une fois que j'ai fait allemand LV1. Et donc là, on est sur des textes de 68, 61, 62, 63, 65, 6 pour les États-Unis, 2010 pour la présente édition. Bon, bah, après, moi j'ai un retirage plus récent, mais un retirage n'est pas une nouvelle édition, on le sait bien, mais ça vaut peut-être le coup de le rappeler de temps en temps. Et ouais, non, mais quand je vois ça, il y a dans ce volume-là, il y en a pas mal que j'ai lu, je les ai pas tous. Hein. Et plusieurs. L'artiste victime exemplaire, par exemple, je l'ai pas, j'en ai aucun souvenir. Et là, je sens que je vais le relire ce soir. Mais comme j'ai beaucoup de copies aussi, je sais pas encore. Par contre, je trouve pas le nom de la traduction. Elle est morte en 2004, Sontag. Alors, qu'est-ce qui est dit? Née à New York en 33, donc c'est-à-dire comme ma mamie. Elle publie son premier roman à l'âge de 30 ans, donc ça y est, je suis vieille. Dans les années 60, elle écrit pour différents magazines et revues, très engagée à gauche, figure de la scène new-yorkaise. Elle est proche d'intellectuels français comme Roland Barthes, auquel elle a consacré un livre. Bon, je pense que ça dit pas grand-chose d'elle malgré tout. Il y a une visiblement très bonne biographie que je n'ai pas lue, que j'ai envie de lire, ça viendra. Je crois que c'est de Béatrice Musely, qui est sortie il y a 3 4 ans maintenant. Et ça avait l'air vraiment chouette. Et je suis persuadée que c'est très chouette, c'est juste que je ne l'ai pas lu. Ah oui, voilà, ça a traduit de l'anglais par Guy Durand, avec un D. On y va, j'ai sorti ma tisane. Ah bah et puis je vous montre les bagues. Poum. Et ma petite chauve-souris que je viens de remettre. Tac, tac, tac. Je me fais plaisir. Et les bouts d'oreilles. Ah mais plus ça va et plus je me ressemble à un sapin de Noël. Hein. Version goth. On y va, contre l'interprétation. Et ça en fait c'est déjà un titre qui est programmatique. Donc c'est-à-dire qu'il contient en lui-même tout un programme parce que on ne s'attend pas dans ces années 60 assez intellectualisantes, voire intellectualistes, à quelque chose qui irait contre l'interprétation. Donc c'est évidemment, et puis d'habitude un manifeste c'est plutôt pour un nouveau roman. Là on est contre. Je peux pas envie de dire contre tout contre, mais il y a un peu de ça. Contre l'interprétation, ça peut être vu comme une espèce d'attaque en règle contre, ce qui est concrètement mon métier, hein, prof de français, et notamment sur tout ce que je peux développer en termes d'analyse littéraire, intellectuelle et j'espère scientifique. Normalement c'est scientifique. La rigueur est là pour le garantir. On va voir un peu comment ça se passe. De quoi s'agit-il? C'est quoi cette interprétation? 1. Je suis page 11, hein, c'est le premier texte du recueil. L'art, dans ses expressions primitives, fut magique, incantatoire, instrument du rituel, ainsi les peintures rupestres des grottes de Lascaux, d'Altamira, de Nio, de la Pasiega, etc. Les premières conceptions théoriques, celles des philosophes grecs, ont considéré l'art comme une imitation, un mime du réel. Ce qui n'est pas la même chose. Alors ça, c'est vraiment très Sontag, c'est beaucoup de juxtapositions, peu de mots de liaison. Et avec des juxtapositions qui vont
l'air de rien avoir une portée assez évocatrice. C'est un truc qu'on a chez Benjamin, mais chez Benjamin, on a quelque chose qui se passe au niveau du lexique que je reprendrai peut-être. J'ai fait une espèce de vidéo pour faire genre tout en force berlinoise en même temps, mais il y a vraiment des textes à reprendre. Hein. Dès lors, le problème de la valeur de l'art se trouvait posé. Alors parce qu'on va avoir magique dans les acceptions, plutôt dans les réalisations artistiques dites primitives, voilà, elle dit directement primitives, et immédiatement ensuite les conceptions théoriques. Et en fait, en juxtaposant, on a l'impression d'une espèce de continuité, mais cette juxtaposition, elle est trompeuse, c'est une rupture. Et donc d'un côté la magie, de l'autre l'interprétation, donc la conception théorique, philosophe grec, qui fait de l'art une imitation, un mime du réel. Ce que n'est donc pas la magie. Mais c'est pas encore dit. Dès lors, le problème de la valeur de l'art se trouvait posé, donc depuis les philosophes grecs. L'art, conçu comme imitation du réel, a besoin aussitôt de se justifier. Platon, qui fut le premier à formuler cette conception, semble avoir voulu démontrer que la valeur de l'art est incertaine. Parce qu'il considérait les objets réels eux-mêmes comme des représentations de formes ou de structures transcendantes, le meilleur tableau ne pouvait être pour lui qu'une imitation d'une imitation. Pour Platon, l'art n'a aucune utilité particulière, on ne peut pas dormir sur un tableau qui représente un lit. En outre, en aucune façon, l'art ne saurait être vrai, entre guillemets. Alors, c'est évidemment un résumé à grands traits de la philosophie platonicienne que je connais pas très bien, mais je suis sûr que j'aurai plein de petits commentaires pour m'expliquer ce qui va pas. Mais franchement, faites-le quoi. Ça c'est intéressant, mais on va avoir donc posé 2 temps, 2 conceptions, et même plus que 2 conceptions, une pratique et une conception, et elle commence à dérouler l'historique de cette conception à partir de Platon. Je sais même pas dire si on a de l'histoire de l'art avant Platon, j'imagine. Enfin, ou de ce qu'on appelle de l'esthétique, de la philosophie de l'art. Et, tout en s'efforçant de défendre l'art, Aristote ne conteste pas la conception platonicienne qui en fait un artificiel trompe-l'œil, par conséquent une représentation mensongère. Ça c'est déroulé de Platon. Mais il s'inscrit en faux contre l'idée de l'inutilité de l'art. Forme réelle ou mensongère, l'art, aux yeux d'Aristote, a une certaine valeur, une valeur thérapeutique. Ça c'est la catharsis par exemple. L'art, après tout, est utile, prétend Aristote, médicalement utile du fait qu'il suscite l'émotion et la purge de ses éléments dangereux. Complètement la catharsis. À savoir que l'art, donc, sera toujours faux, mais utile. Alors que pour Platon, il est faux et inutile. Alors qu'avant, il était magique. Mais ça, pour le moment, on n'en parle pas. Pour Platon et Aristote, la théorie de l'art, imitation de la nature, est inséparable d'une conception figurative, c'est-à-dire représentative, mimétique. Mais les partisans de cette théorie ne sont nullement contraints d'exclure la possibilité d'un art décoratif ou d'un art abstrait. La fallacieuse nécessité de l'art réaliste peut être modifiée ou écartée dans le cadre même de la conception d'un art qui copie le réel. Et donc en fait, en tant qu'il imite le réel, l'art sera l'imitation du réel, et donc dans cette utilité d'imitation du réel. Ah oui, mais il est vachement long en fait, je ne pourrais pas tout lire. Parce que là, il va de la page 11 à la page 30. En réalité, aucune spéculation de la pensée occidentale touchant à la nature de l'art ne s'est écartée des limites de la théorie grecque d'un art d'imitation ou de représentation. C'est dans le cadre de cette théorie que l'art en général, indépendamment des œuvres artistiques réelles, et donc là, la rupture qu'on avait par juxtaposition, elle commence à s'afficher, devient un objet de contestation et une position que l'on doit défendre. Et ça, cette position qu'on doit défendre, ça amène une espèce de conception militariste de l'art que l'on retrouve notamment dans la notion d'avant-garde. C'est dans la perspective d'une défense de l'art qu'a pris naissance cette bizarre conception qu'il existe quelque chose auquel on a donné le nom de forme, et qui se distingue d'un autre élément que nous apprenons à nommer fond ou contenu, et que celui-ci représente l'élément essentiel auquel la forme doit être subordonnée. C'est quoi la forme dans laquelle le message est transmis, quoi, en gros. Et on sent, par les guillemets notamment, toute la réticence de Sontag. Même à l'époque moderne où la théorie de l'art, représentation d'une réalité extérieure, a été abandonnée par la plupart des critiques et des artistes, pour qui désormais il est devenu l'expression d'une réalité subjective, donc cette représentation elle est oubliée au profit de l'expression de soi, nous voyons encore subsister les principales caractéristiques de la conception de l'imitation. Que l'œuvre d'art soit définie comme représentation, le tableau comme copie d'une chose réelle, ou comme expression, l'art, geste ou message de l'artiste, donc là, subjectivité versus imitation, le contenu est considéré comme distinct et primordial.
le contenu a pu changer, il a pu devenir moins figuratif, moins consciemment réaliste, on considère encore que l'œuvre elle-même est représentée par son contenu, le fameux message de l'œuvre. Ou, comme nous l'entendons sans cesse déclarer de nos jours, l'œuvre d'art doit nous dire quelque chose. Ce qu'elle a à dire, ce qu'elle essaie de dire, ce qu'il a voulu dire, c'est, etc., etc. 2. Qui pourrait retrouver cette innocence d'un temps où la théorie n'existait pas, où l'art n'avait nul besoin de se justifier, où on n'avait pas l'idée de demander ce qu'exprimait une œuvre d'art, parce qu'on savait ou croyait savoir ce qu'elle faisait. Nous nous trouvons, et donc c'est pas là dire c'est faire, hein. C'est pas Austin, c'est pas autre chose. Nous nous trouvons chargés désormais d'une tâche de défense de l'art, et nous aurons à en assumer la charge tant que demeurera dans ce monde une pensée consciente. Donc il faut continuer à défendre l'art, et cette question va se poser. Parce que c'est intéressant comme le vocabulaire. Qui pourrait retrouver cette innocence d'un temps où la théorie n'existait pas? La théorie, si on reprend un modèle là un peu chrétien, celui de l'innocence, elle devient un péché. Le péché qui saccage. On continue. Il nous est possible encore toutefois de contester, oh, la journée a été si longue, certains arguments utilisés pour sa défense. Et ne sommes-nous pas contraints de répudier et de combattre résolument tout moyen de défense, toute justification niaise, pesante ou incompréhensive des tendances et des expériences de l'art contemporain? N'est-ce pas le cas actuellement en ce qui concerne la notion même de contenu? Quoi qu'elle ait pu représenter dans le passé, l'idée de contenu n'est plus guère de nos jours qu'une pénible entrave et la marque plus ou moins raffinée de l'ignorantisme. Alors que l'évolution actuelle de nombreuses disciplines artistiques écarte de plus en plus la notion d'une prédominance du contenu, l'idée de cette prédominance garde une extraordinaire vigueur. Ce qui peut expliquer, et disons-nous, ce qui se dissimule sous cette mise en valeur persistante de la notion de contenu, c'est l'inévitable et perpétuel désir d'une interprétation. Et en retour, l'habitude prise de s'intéresser aux œuvres d'art, avec le souci de les interpréter, nous conduit à penser que le contenu est réellement un élément distinct de l'œuvre d'art. Et donc finalement, ça c'est quand même rigolo, parce que le contenu, on imagine dedans, et si c'est distinct, c'est plus dedans. 3. Certes, je ne prends pas ici le terme d'interprétation dans son sens le plus large, celui qui permettait fort justement à Nietzsche de déclarer « les faits n'existent pas, il n'y a que des interprétations ». J'entends par interprétation une démarche de la pensée consciente, qui se conforme à un certain code, à certaines règles d'interprétation. L'interprétation d'une œuvre d'art consiste à sélectionner dans cette œuvre un certain nombre d'éléments, l'élément X, l'élément Y, l'élément Z, etc. Celui qui interprète n'a plus alors qu'à se livrer à une transposition. Ne voyez-vous pas, nous dit-il, que X équivaut à A, ou signifie A, qu'en réalité Y égale B, et que Z égale C. Quel résultat pouvons-nous attendre de cette curieuse entreprise de transformation d'un texte? Un aperçu historique pourrait nous en donner une idée. Nous voyons pour la première fois apparaître l'interprétation dans la culture de l'Antiquité vers la fin de la période classique. En raison des progrès de l'observation scientifique, une conception plus réaliste de l'univers a triomphé de la croyance en la valeur et l'efficacité des anciens mythes. Passée la période mythique, lorsque la question cruciale pour la conscience de l'humanité, celle de la concordance du symbolisme religieux avec la réalité, parce que l'interprétation c'est une exégèse, se trouve à poser, il ne pouvait plus être question d'accepter dans leur sens littéral les récits anciens, parce que le texte, le mythe, ne dit pas le monde. On fit alors appel à l'interprétation, seul moyen qui permettait de concilier l'exigence du modernisme avec la forme littérale des textes, c'est-à-dire ce qui est écrit dans le texte. Ainsi les stoïciens, défenseurs d'une règle morale qui doit s'imposer aux dieux, transforment et adoucissent en allégorie la geste brutale de Zeus et de sa suite turbulente, telle qu'elle est dépeinte dans l'épopée homérique. En dépeignant les amours adultères de Zeus et de Leto, explique-t-il, Homère voulait en réalité évoquer l'union de la puissance et de la sagesse. On se rappelle ce que j'ai dit sur la Vigna? On a d'abord des éléments auxquels on finit par donner des noms et qui deviennent des symboles.
Et dans le même sens, Philon d'Alexandrie attribuera une portée spirituelle exemplaire au récit purement historique des livres bibliques. Les épisodes du départ d'Égypte, de la marche des Hébreux dans le désert pendant 40 années, de l'arrivée à la terre promise n'étaient en fin de compte, proclame Philon, que le récit allégorique de l'émancipation de l'âme, de ses tribulations et de sa délivrance finale. L'opposition entre le sens clair d'un texte et les exigences de lecteurs d'une période postérieure est donc à l'origine de l'interprétation qui s'efforce de les concilier. On se trouve confronté à la lettre d'un texte dont le sens, pour une raison quelconque, est considéré comme inacceptable et qu'il est néanmoins impossible d'ignorer. L'interprétation, alors, ce à quoi elle fait référence ici, c'est ce qui s'appelle la théorie des 4 sens de l'écriture. Je pense que ça peut aider d'en avoir une petite explication. Là, moi, je suis vraiment pas une philosophe, hein, mais la théorie des 4 sens de l'écriture, c'est que quand on lit la Bible, on va avoir un sens littéral et 3 sens allégoriques. L'allégorie, si je reprends la formule de Quintilien, quid aliud dicitur, aliud significandi, c'est ce qui est dit signifie, a une signification différente de ce qui est dit. Ce qui est signifié est dit autrement que ce qui est dit, à peu près. C'est mieux dit en latin. On n'a plus le niveau. Et donc, par exemple, quand on dit Jérusalem, ça c'est ce que propose Philon d'Alexandrie. Alors moi, je ne savais pas que ça venait de Philon d'Alexandrie, hein, je vais les oublier. Mais on va avoir Jérusalem comme la Jérusalem, le texte historique, la version littérale, il se passe ça, mais aussi donc une version morale finalement, je crois qu'on l'appelle tropologique, c'est-à-dire sur en fait Jérusalem comme métaphore de l'âme, et donc Jérusalem en proie aux attaques, c'est l'âme en proie au vice. Une Jérusalem anagnogique sur les fins dernières. Quand on parle de Jérusalem, on parle en fait de la Jérusalem céleste. Et la dernière, je ne sais plus ce que c'est. Émancipation de l'âme, tribulation, délivrance finale. Je crois que la dernière, c'est pour le peuple élu, quelque chose comme ça. Mais ça, vérifier. Je vous mettrai l'article Wikipédia qui redonne ça. L'interprétation, je reprends, devient alors une procédé, tiens, il y a une faute, singulièrement efficace, permettant de rendre son lustre au texte ancien que l'on estime trop précieux pour laisser tomber dans l'oubli. Ça, c'est tout le problème de la foi. C'est partie des choses qu'étudie Renan. Le fait que le texte, donc par les copies, par la mémoire, se perd, se transforme, se déforme, mais aussi que en fait, son sens va changer parce qu'on a perdu ce sens, mais on garde le texte. Ça, c'est vraiment le boulot de Renan. L'interprète, sans aucunement toucher à la forme, à l'écriture, altère le sens. Mais cela, il ne saurait l'admettre. Il déclare n'avoir fait que rendre le texte intelligible en révélant son sens réel. Révéler, c'est quelque chose de divin. Quelle que soit l'importance de l'altération, nous pouvons encore rappeler les exemples d'interprétation spiritualiste, hébraïque ou chrétienne, des passages très clairement érotiques du Cantique des Cantiques. L'interprète se trouve contraint d'affirmer que le sens qu'il a lui-même mis en valeur se trouvait déjà dans le texte. Mais à notre époque, les intentions et les procédés d'interprétation sont devenus encore plus complexes. Et j'aime qu'elle ne fasse pas de rupture entre l'exégèse et l'interprétation universitaire intellectuelle. Parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de rupture. Enfin, il y a eu une rupture, avec notamment la mort de l'auteur. Oui, j'en avais parlé de la mort de l'auteur. Fréquemment, de nos jours, les zélateurs de l'interprétation ne sont pas animés d'intentions pieuses à l'égard d'un texte qui les trouble, où ils peuvent déceler des intentions agressives, mais ils font preuve eux-mêmes d'agressivité, renversement, à son égard, et d'un profond mépris pour le sens littéral. Dans son style ancien, l'interprétation, tout en sollicitant un texte, le traitait avec respect. À l'interprétation littérale, elle ajoutait un autre sens. L'interprétation de style moderne creuse, et en creusant, elle détruit. Elle fouille très loin sous le texte apparent pour mettre à jour un autre texte qui serait le seul valable. Et là, il faudrait marquer au jour. Mettre à jour, c'est actualiser, comme quand on refresh la page internet. Et mettre au jour, c'est quand on va creuser et sortir par exemple des vestiges. Les conceptions de Marx et de Freud, dont l'influence domine l'époque moderne, soutiennent à l'heure actuelle toute une herméneutique, une doctrine de l'interprétation à la fois agressive et impie. Tous les phénomènes que l'on peut observer ne forment, selon l'expression de Freud, que le contenu apparent. Il est nécessaire de sonder et finalement d'écarter le contenu apparent pour découvrir le contenu latent, le sens véritable. Et là, tout important, le
sens véritable. Parce qu'il n'y en aurait qu'un. Pour Marx, des événements sociaux tels que les révolutions et les guerres, pour Freud, de menus faits de l'existence individuelle comme les lapsus et les tics nerveux, ou des textes comme des récits de rêves ou des œuvres littéraires, tout doit faire l'objet d'une interprétation. Donc là, ça n'est pas la même chose que dire ce qui va être interprété, en cherchant un supposé sens caché, qui serait donc unique et à révéler, mais c'est aussi la tendance pan-interprétative à tout interpréter qui est visée. À en croire Marx et Freud, ce n'est qu'en apparence que tous ces faits paraissent intelligibles, mais en dehors d'une interprétation, ils ne présentent réellement aucun sens. Ils n'existeraient donc pas en dehors d'eux-mêmes. Comprendre, c'est interpréter, et interpréter, c'est décrire à nouveau le phénomène, et en fait, lui découvrir un équivalent. Donc ça, en fait, c'est la modélisation. Et la question qu'elle pose, qui est extrêmement complexe, elle va apporter une réponse qui ne sera pas forcément la mienne. Moi, je navigue à vue. Mais c'est finalement que l'interprétation va toujours être la recréation d'une œuvre qui n'est pas l'œuvre, et qui va tuer l'œuvre primitive. Ainsi, l'interprétation n'a pas, comme on le pense généralement, une valeur indiscutable, celle d'une démarche positive de la pensée qui serait libérée des contingences temporelles. Quelque chose d'abstrait, en fait. La valeur d'une interprétation ne peut être appréciée que dans la perspective historique de l'évolution de la pensée. On pense tel que les autres pensent autour de nous. Dans un certain contexte de culture, l'interprétation représente une démarche libératrice. Elle est un moyen de réviser, de transposer les valeurs du passé ou d'écarter ce qui est bien mort. Et dans un autre contexte, elle peut être réactionnaire, impertinente, effarouchée et paralysante. Alors, je vais essayer d'aller vite quand même, parce qu'il y en a beaucoup, puis moi je n'ai pas besoin de l'isopaïne après une journée de cours. 4. Nous sommes aujourd'hui à une époque où la volonté d'interprétation a des caractéristiques réactionnaires et paralysantes. Comme l'atmosphère de nos villes est aujourd'hui polluée par les gaz délétères de la circulation et des fumées industrielles, notre sensibilité artistique est intoxiquée par les interprétations multiples. Dans une civilisation où, selon une alternative considérée comme inévitable, le développement de la pure intellectualité n'est pas compatible avec celui de la sensibilité et de l'énergie, encore la rupture affichée, l'interprétation permet à l'intellect de prendre sa revanche sur la vocation artistique. La critique est aisée, Mieux encore, il s'agit d'une revanche de l'intellect sur le monde. Ça rejoindra un peu ce que disait Pierre Elie, Finalement, les interprètes, c'est des gros nerds. Je troll. Interpréter, c'est appauvrir, diminuer l'image du monde, lui substituer un monde factice de signification. Il s'agit de transformer le monde en ce monde-là, ce monde, comme s'il ne pouvait pas en exister d'autres. Notre monde n'est-il pas déjà assez réduit et appauvri ? Qu'avons-nous à faire de toutes ces doublures tant que nous n'avons pas reconnu de façon plus immédiate ce qu'en réalité nous possédons ? Et avec ce qui est peut-être une naïveté philosophique, on va voir, cette idée que le monde existe bel et bien et qu'il serait saisissable en dehors de l'interprétation, peut-être. 5. Dans sa perspective la plus moderne, l'interprétation devient un parti pris qui affecte d'ignorer l'œuvre d'art en tant que telle. Devant l'art authentique, nous nous sentons nerveux et mal à l'aise. En réduisant l'œuvre à son contenu et en interprétant cela, on arrive à la domestiquer. Grâce à l'interprétation, l'art est devenu maniable, adaptable. Ces prétentieux abus de l'interprétation sont plus fréquents en littérature que dans tout autre domaine artistique. Il y a déjà quelques décades que les critiques littéraires pensent qu'il leur appartient de faire subir aux éléments d'un poème, d'une pièce, d'un roman ou d'une nouvelle une sorte de transformation. Il arrive qu'un auteur soit à tel point surpris par la simple force créatrice de son art qu'il se croit obligé, avec quelque timidité cependant, ou une ironie de bonne compagnie, d'en fournir une interprétation clairement explicite. Nous trouverons chez Thomas Mann d'excellents exemples de cette trop complaisante coopération. Mais si des auteurs obstinés se refusent à ces complaisances, les critiques ne sont que trop heureux de se charger de la besogne. L'œuvre de Kafka, par exemple, qui était en fait celui dont je voulais parler ce soir, mais ça reviendra, a dû souffrir les invasions massives d'au moins trois grandes catégories d'interprètes. Les uns y découvraient une allégorie sociale, comportant une analyse des complexes et du développement insensé de la bureaucratie moderne qui aboutit en fin de compte à l'état totalitaire. Pour d'autres, l'allégorie relève de la psychanalyse. On découvre la terreur inspirée par le père, l'angoisse de la castration, le sentiment d'impuissance et l'asservissement de Kafka à l'univers de ses rêves. D'autres encore ont vu là une allégorie religieuse,
et explique que, dans le château, K s'efforce de découvrir les moyens de gagner le ciel et que dans le procès, Joseph K est jugé par la mystérieuse et inexorable justice divine. Une autre œuvre encore, celle de Samuel Beckett, alors ça faut vraiment que je parle de Beckett, c'est vrai, qu'est-ce qui m'apprend, paraît attirer les interprètes comme un essaim de sangsues. Au drame subtil de Beckett, dépeignant une conscience qui perd la notion d'elle-même, qui se réduit aux données essentielles, est représenté souvent comme paralysé et coupé de tout contact. Il y a un problème de syntaxe. On entend donner le sens d'une critique de l'humanité moderne, privée de signification, qu'a perdu Dieu, ou encore celui d'une description allégorique d'un cas de délire mental. Donc finalement, ce qui est vraiment représenté, c'est la dégradation, la conscience qui se perd, chez Beckett, et pas ni la folie, ni la déréliction, l'abandon de Dieu. Proust, Joyce, Faulkner, Rilke, Lawrence, Sheed. Nous n'en finirions pas de citer des auteurs dont l'œuvre a été recouverte des strates successives de l'interprétation. Mais nous nous souviendrons que l'interprétation ne représente pas seulement un hommage de la médiocrité au génie. Elle est devenue réellement la façon la plus moderne de comprendre et de juger, et elle s'intéresse à des œuvres de toute qualité. Ainsi, à la lecture des notes publiées par Elia Kazan à propos de sa mise en scène d'un tramway nommé Désir, nous constatons que Kazan n'aurait pu la réaliser s'il ne s'était d'abord convaincu que Stanley Kowalski représentait la barbarie sensuelle et vengeresse qui menace notre culture, tandis que Blanche Dubois incarnait la civilisation occidentale, la poésie, la délicatesse, le raffinement des pensées et des sentiments, toutes choses un peu gâtées cependant pour avoir trop souvent servi. C'est misogyne. Les outrances du mélodrame psychologique de Tennessee Williams devenaient ainsi intelligibles. Elle décrivait quelque chose, il s'agissait du déclin de la civilisation occidentale. Mais apparemment, si Kazan n'avait vu dans cette pièce que l'histoire des relations entre une superbe brute nommée Stanley Kowalski et une beauté sur le retour du nom de Blanche Dubois, il n'aurait rien pu en tirer. J'aime beaucoup le taquet monumental qu'elle balance à Kazan, qui est politique aussi. Mais c'est clair que Kazan, il y a quand même il y a des faiblesses. 6. Il importe fort peu que l'auteur soit désireux ou non de voir son œuvre interprétée. Peut-être Tennessee Williams s'est-il convaincu que sa pièce contenait effectivement ce qu'a voulu découvrir Elia Kazan. Il est possible que Cocteau ait désiré que ses films, Le sang d'un poète et Orphée, soient, comme ils l'ont été, longuement explicités dans une perspective de symbolisme freudien ou de critique sociale. Mais ce qui est certain, c'est que le mérite de ces œuvres se trouve ailleurs que dans leur signification. Mais justement, si les pièces de Williams et les films de Cocteau appellent d'aussi imposantes explications, n'est-ce pas en raison de leurs défauts, parce qu'ils sont trop ingénieux et manquent de vérité et de conviction. Des interviews, donc ça c'est retaqué, de René et Rob Grillet ont bien fait ressortir que l'un et l'autre, en toute connaissance de cause, ont voulu que l'année dernière à Marienbad puisse donner lieu à diverses interprétations, toutes également plausibles. Mais on ne devrait pas céder à la tentation d'interpréter Marienbad. Ce qui compte dans Marienbad, c'est la pute, troublante, intraduisible intensité, la pure, troublante, intraduisible intensité de ces images et la rigueur avec laquelle, dans un cadre limité, certains problèmes de forme cinématographique ont pu être résolus. Pure question esthétique. De même, il est possible qu'Ingmar Bergman, dans Le Silence, ait voulu faire de l'image du tank roulant de nuit dans une ruelle vide un symbole phallique. Mais cette intention, si tant est qu'il l'ait tue, n'avait aucune valeur en elle-même. Ne croyez jamais le conteur mais le conte, déclarait D.H. Lawrence. Telle qu'elle est, avec l'unique valeur d'une impression sensorielle évoquant tout ce qui peut se passer de brutal et de mystérieux à l'intérieur de l'hôtel, la séquence du tank constitue le plus impressionnant passage du film. Ceux qui, à la vue de ce tank, vont aussitôt rechercher une interprétation freudienne, ne font que prouver que ce qu'ils aperçoivent sur l'écran ne les touche guère. Des interprétations de ce genre indiquent toujours que, consciemment ou inconsciemment, une œuvre ne parvient pas à nous satisfaire et que nous voudrions la remplacer par quelque chose d'autre. Et c'est étonnant comment elle passe elle-même par le psychologique. L'interprétation fondée sur la théorie hautement contestable que l'œuvre est un composé de divers éléments attente à la qualité de l'œuvre d'art. Elle en fait un objet usuel à classer dans telle ou telle catégorie d'une collection schématisée. Et je retrouve là ces problématiques des classifications qui ont fait couler beaucoup d'encre déjà en sciences naturelles au XIXe siècle. Alors je vais sauter des pages, parce que là elle aborde le cas du pop art, des moments où il n'y a pas d'interprétation, ou parce qu'ils sont donc récents, etc., notamment pour des films.
Donc je vais directement au 8, je suis page 26. Mais quel est le genre de critique, de commentaires sur les œuvres artistiques que nous pourrions aujourd'hui désirer ? Car je ne vais pas prétendre que les œuvres d'art sont des choses ineffables qui ne sauraient être décrites ni paraphrasées. La seule question qui se pose, c'est de savoir comment le faire. Quelle serait donc la critique qui se montrerait capable de servir l'œuvre d'art au lieu de prétendre se substituer à elle ? On inverse la hiérarchie. En premier lieu, il faudrait que l'on accorde une plus grande attention à la forme artistique. Si l'insistance excessive sur le contenu de l'œuvre provoque tous les excès de l'interprétation, les descriptions plus complètes et plus approfondies de la forme peuvent permettre de les éviter. Donc ça, c'est le moment esthétique de la critique, notamment littéraire. La meilleure critique, je saute des passages, Alors, voilà, il y a des passages très intéressants sur le vocabulaire qui manque parce que on ne spatialise pas les œuvres dans le temps ou ce genre de choses. Donc là, ça va être un peu technique, je vais rester quand même dans cette idée d'interprétation globale. La meilleure critique, je suis page 27, est celle qui parvient à inclure dans l'examen de la forme tout ce qui peut toucher au fond même de l'œuvre. Donc là, en fait, fond et forme ne sont plus dissociés, mais peuvent être également valables des commentaires critiques justes et précis qui cherchent à sympathiser avec l'œuvre en décrivant ses aspects. La tâche semble plus difficile peut-être que celle d'une analyse purement formelle. Parce que l'analyse purement formelle, elle existe. Mais elle en fait autre chose. On y va. 9. De nos jours, la première des qualités que l'on puisse attendre d'une œuvre d'art ou d'une critique, celle qui possède un pouvoir libérateur, c'est la transparence. La transparence nous permet de découvrir l'objet baigné de sa propre lumière, de voir les choses comme elles sont. C'est ce qui fait par exemple que les films de Bresson ou ceux d'Ozu et La règle du jeu de Renoir sont de très grands films. En des temps fort lointains, disons que ce fut le cas pour Dante, on a pu voir des tentatives révolutionnaires de réalisation d'œuvres d'art ouvertes à différents niveaux de compréhension. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce que nous voyons s'imposer de plus en plus, comme la grande pitié de notre temps, c'est la creuse redondance du commentaire. En des temps fort lointains, lorsque la vigueur créatrice de l'art faiblissait, on a pu voir des tentatives révolutionnaires et fécondes d'interprétation des œuvres connues. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors là, j'ai vraiment bugué, je suis vraiment désolée. Ce qu'il nous faut désormais refuser à tout prix, c'est de confondre l'art majuscule avec la pensée majuscule, ou ce qui est pis encore, de ne pas distinguer l'art majuscule de la culture aussi majuscule. L'interprétation fait bon marché de l'expérience sensorielle de la création de l'œuvre d'art, et elle cherche autre chose. Mais de cela, nous ne pouvons pas nous permettre de faire bon marché. Songeons au nombre considérable des œuvres d'art qui se trouvent désormais à notre portée, cependant que notre environnement urbain vient assaillir tous nos sens de ses aspects, de ses goûts, de ses odeurs multiples. Toute notre culture est fondée sur l'excès, la surproduction. Le résultat est un inévitable défaut dans l'acuité dans l'expérience sensible. Toutes les conditions de la vie moderne, l'abondance matérielle, la vie collective et ses encombrements, émoussent sans cesse nos facultés sensorielles. C'est en tenant compte de l'influence de ces conditions sur nos sens, et non pas par référence aux conditions de notre époque, que doit se définir la tâche assignée à la critique. Et donc il faut actualiser l'œuvre d'art. Cette fois, il ne faut pas la mettre au jour, mais à jour. Ce qui nous importe le plus désormais, c'est de retrouver l'usage de nos sens. Nous devons apprendre à mieux voir, à mieux entendre, à mieux sentir. Notre tâche n'est pas de découvrir dans une œuvre un contenu de plus en plus abondant, et moins encore de nous y forcer d'y ajouter beaucoup plus qu'elle ne contient. Notre tâche est de nous libérer de la pensée du contenu pour goûter la chose elle-même. Et donc en fait, en ne pensant pas contenu, prendre l'œuvre dans sa globalité, dans son entièreté. Le but de tout commentaire artistique devrait être désormais de rendre l'œuvre d'art, et par analogie, notre propre expérience, plus réelle à nos yeux et non pas de la déréaliser. Ce que fait donc la critique. Montrer comment l'objet est ce qu'il est, ou même simplement qu'il est ce qu'il est, bien plutôt que de faire apparaître ce qu'il peut signifier, voilà le véritable rôle de la critique. Nous n'avons pas en art besoin d'une herméneutique, mais d'un éveil des sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est extrêmement compliqué.
C'est un texte qui est extrêmement compliqué parce qu'il est très paradoxal, puisque eh bien, il est un manifeste pour arrêter d'interpréter, de la part de quelqu'un qui quand même interprète à beaucoup vu et qui ne refuse pas du tout ni la culture, ni la réflexion, ni l'intellect, ni la philosophie. Mais finalement, c'est peut-être une autre orientation, et aussi, dans cette orientation, une autre utilisation de la pensée que propose Sontag dans le rapport à l'œuvre d'art. Et elle veut ramener l'œuvre d'art à l'expérience, c'est-à-dire finalement à quelque chose qui globalement est assez concret. Et c'est étonnant de voir que les exemples qu'elle prend restent littéraire et cinéma, de la vue. En fait, des choses assez lointaines et inscrites dans le temps, et pas forcément spatialisées. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez étonnant, mais qui va d'autant plus montrer le paradoxe de cette sensualité de l'œuvre d'art, même littéraire, même vue. Alors parce que ça va bien toucher les sens, mais c'est le sens finalement le plus abstrait, le plus intellectuel que cela touche le plus, à savoir la vue. Et c'est finalement là où on l'attend le moins, parce que si vous visitez, je sais pas, un monument, pour parler d'architecture, finalement vous avez quand même par la promenade une façon d'éprouver le monument, en l'habitant, en le parcourant. Mais là, dans ce que fait Sontag, il n'y a pas. Il y a quelque chose qui n'est pas non plus de la contemplation, qui n'est pas du silence, mais qu'elle va appeler un éveil des sens, qui peut avoir quelque chose qui pourrait être une porte ouverte à une espèce de sensibilité ou de sensiblerie qui n'est absolument pas dans le texte. Parce que ce n'est pas directement pour l'éveil des sens, c'est-à-dire de manière thérapeutique. On se rappelle que ça, elle le refuse, parce que c'est aussi ramener l'œuvre d'art à une utilité, que de l'utiliser pour finalement renverser ce manque d'acuité des sens dû à la vie moderne. L'œuvre d'art ne sert pas d'aiguillon, au sens. On ne va pas consommer de l'art pour mieux sentir. Vous y êtes ? Ça marche. Mes élèves, ils se moquent de moi quand je dis ça marche. Ouais, ça marche. Bah oui, moquez-vous, mais au moins ça marche. Et il y a quelque chose de profondément paradoxal dans le fait de retourner à l'œuvre d'art, en particulier cinéma, littérature, pour un éveil des sens, et qui continue à être pas une interprétation, mais un discours sur l'œuvre, qui doit venir servir l'œuvre. Et qui n'est donc ni l'exploration du sens caché de l'œuvre, là, faut vraiment penser à la mort de l'auteur de Barthes, il y a vraiment une continuité, mais qui ne va pas non plus tomber dans le formalisme. En fait, elle est déjà la troisième période de Barthes, tout de suite. Elle est plus forte. Et donc le refus du formalisme, c'est-à-dire on va éviter le contenu, mais pour le coup on va juste montrer le contenant, il passe à côté. Alors la façon dont j'aime bien étudier les textes, enfin que j'aime bien, qui correspond globalement à la philosophie pas très théorisée de l'étude des textes, ça a l'air d'être très politique, parce que les textes que j'aborde en ce moment sont souvent très politiques. Ça n'est pas que cela. Ça l'est aussi, parce que cette dimension politique et cette dimension éthique des textes, elle appartient aussi au texte, et je crois comprendre, ou je crois deviner, ou je crois me reconnaître plus exactement, et plus modestement, dans ce que propose Sontag, en ce que les dimensions éthiques, politiques, moi ce qui m'intéresse, c'est comment ça fabrique des émotions. Donc finalement, et je vais souvent le dire plutôt par émotion, en incluant des émotions esthétiques, plutôt que par un vocabulaire sensuel, mais peut-être donc celui des sens directement, qui sera finalement plutôt comment l'œuvre nous amène à éprouver quelque chose. Ça pose des questions qui sont importantes, de l'ordre de y a-t-il une empathie, une compassion quand on lit, une identification. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée qu'il y a une empathie, on ne se prend pas réellement pour Julien Sorel. Ça, c'est pas mal expliqué dans Fait fiction de Françoise Lavocat, elle fait une très belle synthèse de ces questions. Mais et il n'est pas tellement développé, il y a en fait une rétroaction dans ce que propose Sontag entre l'œuvre d'art, une réflexion qu'elle n'évite pas, qui est incarnée et non pas déréalisée ou désincarnée, et qui revient à l'œuvre d'art pour revenir à l'œuvre d'art.
et en fait qui va nous traverser, nous, en tant que subjectivité matérielle vaguement mouvante. Parce que tout corps branché sur le secteur étant appelé à s'émouvoir. Et à partir de là, en fait, le mouvement sera inverse de celui qu'elle voit dans la critique intellectuelle, mais aussi dans des critiques plus traditionnelles, avec des directions très différentes, mais elle voit toujours un même mouvement qui va de l'interprète à l'œuvre à l'interprète. Et là, en fait, elle part de l'œuvre, traversée de celui qu'on n'appellera peut-être plus interprète, retour à l'œuvre pour servir l'œuvre. Et je trouve que c'est très précieux. Et là, je me retrouve dans cette situation parfaitement indélicate d'être fatiguée et en même temps de vouloir interpréter un texte qui dit qu'il n'est pas possible d'interpréter. C'est évidemment une claque de lire contre l'interprétation parce qu'on nous apprend ces analyses formelles à faire du commentaire stylistique ou ce genre de choses quand on passe les concours de lettres et qu'on fait de grosses études de lettres. Et ce sont des éléments qui sont très importants pour plein de raisons, parce que ce sont aussi des outils. J'aime à dire à mes élèves, et je l'ai surtout beaucoup dit à mes étudiants, parce que mes élèves sont encore jeunes, mais que ce qu'on va faire en cours de lettres, c'est vraiment apprendre à augmenter notre plaisir littéraire. Et apprendre à le comprendre. Parce qu'il y a un plaisir du beau fonctionnement de l'œuvre littéraire quand ça marche. Il y a des plaisirs naïfs, et puis il y a des plaisirs qui sont raffinés. Parce que le plaisir que m'a procuré Lavinia, il était pour une part intellectuelle, donc parce que j'y voyais des choses féministes, historiographiques, qui avaient des traits communs, mais qui n'avaient pas que des traits communs, le féminisme ou l'historiographie de Lavinia, qui évitaient des écueils que je n'aime pas, qui sont l'explicitation de la thèse, quoi, le roman à thèse. Lavinia, c'est pas un roman à thèse. Et c'est en ça qu'il est réussi. Les romans à thèse, on s'ennuie. Oh là là, on a compris ce qu'il veut démontrer. Et voilà, mais qui, en même temps, permet, moi je trouve que c'est vraiment un truc qui est essentiel de comprendre comment ça fonctionne. Mais peut-être que moi je tombe souvent dans l'analyse formaliste. Elle est pratique l'analyse formaliste en cours. Donc ça c'est vraiment un travers enseignant aussi. Parce que parler des émotions c'est pas toujours évident. En plus, on va le dire, le public scolaire ou estudiantin, il ressent mal. Il n'y a pas les émotions qu'il nous faudrait. Donc voilà, une part de mon boulot, c'est d'expliquer à des gens qui n'ont pas forcément de sensibilité littéraire ou une sensibilité littéraire, on va dire, surprenante, qui n'ont pas forcément comprendre d'emblée si le texte est drôle ou pas. Et l'école intimide beaucoup pour comprendre et se faire confiance là-dedans. Une part de mon boulot, de la façon dont je vois mon boulot, c'est vraiment de les amener à désosser et donc à pas forcément ne se reposer que sur leurs émotions, parce que leurs émotions, elles sont trop trompeuses. On n'arrive pas en forme le jour de l'examen et on va faire un contresens. Et en vrai, d'un point de vue vraiment de pure interprétation, je suis d'accord qu'il faut faire confiance à ses émotions. Et moi, personnellement, je n'ai eu des émotions qui m'évitaient les contresens que dans le supérieur. Et pas tout de suite. Et j'avais assez souvent quelque chose d'assez stupide devant les œuvres et devant les textes. Rester là comme ça, stupéfaite, à attendre. Et j'avais besoin de méthodes qui me permettaient quand même de répondre. Alors en fait, cette sensation de stupidité, elle m'empêchait pas de faire des copies. Mais je crois, je n'en suis pas sûre, mais je crois que je peux comprendre un élève, un étudiant, une étudiante, une élève qui ne sait pas quoi dire du texte. Et c'est vrai que voilà, cette dimension d'analyse formelle elle a un intérêt pédagogique évident qui est, on leur donne une chance. Et en même temps, on ouvre l'émotion esthétique. Parce que c'est vrai que celle-là, si on n'écrit pas soi-même, et c'est très dur d'écrire soi-même si on n'en a pas l'idée, ça arrive. Mais c'est quand même, ça aide vraiment d'avoir de l'analyse de texte, je trouve. Enfin moi, en tout cas. Je dis pas que c'est une nécessité, mais je dis que ça peut aider. Et que ça peut aider à... Voilà, en fait, on devient souvent prof de français parce qu'on aime lire. Et souvent parce qu'on aime aussi écrire. Mais d'abord parce qu'on aime lire. Et c'est tellement compliqué de décrire ce plaisir. Et ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien de lire Contre l'interprétation, qui n'est pas sans aller vers un certain vitalisme dont je me méfie toujours, qui ferait de l'œuvre d'art quelque chose d'un peu vivant, mais
Voilà, ouais, je sais pas que de la contemplation du « oh, ah, c'est beau » devant une œuvre. Il va aussi y avoir une dimension beaucoup plus « oh, c'est beau, c'est bien fichu ». Et puis, des fois, je regarde et je pense rien, et je suis bien. Et ça me va très bien d'être là, et juste là. Je vous dis à bientôt.